voilà, voici mon titre. Donc, le titre, en fait, vient d'un comics de Alien, Alien Rogue, publié en 1993. Donc, ça, c'est la première ou la deuxième planche, je suis plus trop sûre. Mais aussitôt que je suis tombée sur cette citation-là, pendant toute cette collecte de données dans le cadre du projet de recherche, la phrase qui est à la fin ici, We don't just conquer our fears, we market them, est vraiment représentative de la franchise Alien telle qu'elle s'est développée depuis 1979, date d'apparition du premier film, donc le film de Ridley Scott. Donc je trouvais intéressant de la placer en exergue aussi parce que, en fait, dans la continuité chronologique des comic books depuis le deuxième film, Aliens, donc il y a comme une espèce d'histoire parallèle qui s'est développée où la Terre est envahie par les extraterrestres, les xénomorphes, et on essaie de réutiliser toute la technologie de ces extraterrestres-là pour se défendre contre eux. Donc, il y a aussi une drogue dans la Royal Jelly qui est utilisée pour soit augmenter les capacités cérébrales ou juste avoir un trip très, très buzzant. Donc, tout cet univers-là est assez bien résumé là-dedans, mais qui fait écho au mécanisme d'expansion de la franchise. Donc, avant de poursuivre, la première partie de la présentation, c'est un peu un mélange entre les résultats de la cueillette de données dans le cadre du projet de recherche et des théories que j'ai un peu explorées dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Donc, la cueillette de données visait avant tout à répertorier, identifier et analyser, évidemment par extension, les relations transfictionnelles qui se tissent entre les œuvres d'une même franchise culturelle. On s'est référé à la définition de la transfictionnalité donc développée par Richard Saint-Gelais, comme Antonio le disait il y a à peu près 5 minutes. Donc, c'est-à-dire la reprise d'un élément d'un récit qui est habituellement un personnage, mais ça peut être autre chose, dans plus d'un texte. L'instance narrative doit être intégrée à la narration, faisant en sorte que le déplacement du personnage ou des autres éléments de l'œuvre crée des effets particuliers. Donc, à partir de cette définition, je devais explorer les dynamiques d'expansion d'un univers de fiction pour faire ressortir des liens entre le développement narratif de ce monde fictif et les enjeux mercantiles qui relèvent à la fois de la production des œuvres et de leur réception dans un contexte de consommation de masse. Et donc, j'ai recensé toutes les œuvres des franchises Alien, Predator et de leur crossover Alien vs Predator, en me concentrant principalement sur les titres publiés sous le copyright original de la 20th Century Fox et ayant fait partie, donc pour la plupart, à un moment ou à un autre, du canon de l'œuvre. Donc les questions de canonicité font émerger à elles seules tout un pan de problématiques qui leur sont propres et laissent dans l'ombre une part essentielle du fandom qui mérite tout autant d'être investi par la recherche. Donc ici, le choix de me concentrer sur les œuvres dites officielles me permettait de circonscrire un corpus qui était potentiellement trop grand pour le nombre d'heures qu'on me payait pour la recherche, mais aussi un corpus qui permet de se concentrer sur les relations entre l'expansion, donc l'organisation du monde fictif, et sa mise en marché. Comme j'aborderai plus directement Prometheus et Alien Covenant dans ma présentation, je vais me concentrer d'abord sur la part Alien de la collecte de données avant d'analyser un petit peu plus en profondeur les deux films et à la manière particulière dont ils interviennent dans l'expansion de la franchise. Une autre image. L'univers fictif de la franchise Alien se déploie suivant le modèle que Henry Jenkins, Alberto Scolari, Marie-Laure Ryan et plusieurs autres nomment le Transmedia Storytelling, qui est traduit par narration transmédiatique. Les œuvres orbitant autour d'une production dite originale sont ainsi considérées comme étant plus complexes que de simples produits dérivés, et l'analyse de ces corpus dans leur ensemble permet par conséquent de repenser la manière dont nous produisons et consommons les récits à l'ère de la convergence culturelle et médiatique. Ces narrations s'inscrivent dans un contexte de marchandisation de la culture qui doit se soumettre à ce que Edgar Morin identifie comme l'exigence d'invention-standardisation. Donc, du côté de la production des objets culturels populaires, chaque œuvre doit offrir une part de nouveauté dans un contexte familier et reconnaissable pour les consommateurs. Henry Jenkins effectue une observation similaire du côté de la réception, cette fois, en avançant que, je le cite, « La lecture transmédia permet une profondeur d'expérience qui incite toujours à davantage de consommation. La redondance et la répétition, en revanche, épuisent l'intérêt des fans et conduisent les franchises à l'échec. L'offre de nouveaux niveaux d'expérience et de compréhension renouvelle la franchise tout en entretenant la loyauté du consommateur. »
Ainsi, cette nouvelle esthétique, pour emprunter encore les mots de Jenkins, fait peser de nouvelles demandes sur le consommateur et nécessite la participation active des communautés de savoir. Donc, Alberto Scolari, Paolo Bertiti et Matthew Freeman proposent en ce sens une équation pour expliciter les dynamiques sous-jacentes à la narration transmédiatique. Donc, il fait se rencontrer justement le canon qui vient de l'industrie médiatique et le fandom qui provient, elle, de la culture participative ou collaborative pour définir la narration transmédiatique. Donc, cette équation actualise le paradoxe d'invention-standardisation d'Edgar Morin afin de l'adapter aux nouveaux enjeux de production. À la constance représentationnelle des personnages et des lieux de l'univers fictionnel, déterminés par le canon, s'ajoute une part de nouveauté, donc d'invention qui n'est plus seulement le dictat de l'industrie, mais qui résulte aussi d'un processus d'appropriation de l'œuvre par les communautés de fans. Autrement dit, la dissémination des histoires et des personnages reliés dans un même univers de fiction sur plusieurs plateformes médiatiques trouve une relative cohérence grâce à la participation des consommateurs. Plus encore, l'exigence d'invention-standardisation trouve dans le modèle des franchises et de leur dilatation transmédiatique un équilibre nécessaire à la réussite mercantile des œuvres. Donc, pour garantir la récurrence de la part standardisée de l'œuvre, la narration transmédiatique doit s'appuyer. On a plusieurs termes. Donc, Stéphane Benassi parle de formule lorsqu'il parle de série télé, ou Alberto Scolari parle de marque de commerce, ou en fait un pitch reconnaissable, donc une formule reconnaissable ayant été développée dans les débuts de la formation de l'univers diégétique. Donc, Alberto Scolari, quand il parle de marque de commerce, il écrit, je cite, "In transmedia storytelling, then, the brand is expressed by the characters, topics, and aesthetic style of the fictional world. This set of distinctive attributes can be translated into different language and media. It is a movable set of properties that can be applied to different forms of expression." Ainsi, le retour du xénomorphe constitue l'un des traits standardisés qui garantit l'appartenance d'une œuvre au monde fictif d'Alien. Karen Leto, dans un article sur le sujet, réfléchit au xénomorphe. Elle ajoute que le xénomorphe est une créature dont le cycle de reproduction biologique, donc au cœur de la fiction, imite celui des franchises transmédiatiques contemporaines. Donc, l'extraterrestre choisit un autre, qui peut être soit un humain ou un média, et s'approprie les caractéristiques, soit biologiques ou sémiotiques du média, afin de se reproduire et de s'adapter. La relation entre l'extraterrestre et son environnement médiatique serait alors de l'ordre d'une diégétisation des moyens de production de la franchise dans son média d'origine et l'expansion de son univers narratif dans d'autres médias. Donc, suivant une logique darwinienne d'adaptation, le xénomorphe se repose en fonction des environnements dans lesquels il naît, en s'appropriant les caractéristiques des autres qui habitent déjà ce type d'environnement. Il est par conséquent toujours hybride, de la même manière que les films constituent des hybridations génériques, donc science-fiction, horreur, science-fiction, action, etc. À hauteur de fiction, on peut se référer à des variantes aquatiques, par exemple, du xénomorphe, ou des croisements avec d'autres espèces extraterrestres qu'il doit affronter, comme les Predators. Donc, dans la fin du film de Alien vs. Predator et sa suite, le Alien vs. Predator Requiem, on a le Prédalien, qui est un mix, un hybride entre les deux espèces extraterrestres. D'un point de vue formel, la figure du xénomorphe s'adapte aux spécificités représentationnelles du médium qui lui donne momentanément forme. Ainsi, dans certains romans, la narration scripturale permet d'effectuer une introspection dans la psyché des xénomorphes et pour comprendre certains aspects de leurs instincts, des instincts qui dictent leurs mouvements. Les jeux vidéo, à leur tour, offrent l'occasion d'incarner dans les jeux de Alien vs. Predator, donc un avatar humain, un xénomorphe ou un Predator, ou par exemple dans Alien Isolation. Donc toute la mécanique de jeu autour du xénomorphe s'adapte pour mieux représenter la figure ou la rendre plus inquiétante à tout le moins. Donc, la cueillette de données permet, en ce sens, d'avoir une vue d'ensemble sur les dynamiques d'expansion de la franchise et permet aussi d'étudier les grands mouvements qui irritent l'apparition des œuvres. Donc, on va pas très bien. Mais ça, c'est un tableau que j'ai fait. Donc, chaque œuvre est représentée par un petit point de couleur qui, elle, se réfère à un médium. Donc, en orange au centre, on a le cinéma, puis la partie plus jaune en haut, c'est les comic books. En rose, il y a les jeux vidéo et en bas,
les crossovers qui sont pas reliés à la continuité générale. Donc, Batman versus Alien, Superman versus Predator et compagnie. Donc, on remarque aussi à chaque nouvelle parution cinématographique, il y a une recrudescence de la production dérivée qui vient confirmer la théorie de David Perron qui suggère que, et je le cite, pour des raisons de visibilité médiatique hégémonique, les films sont toujours considérés comme la part principale de l'œuvre et le reste apparaît bel et bien comme produit dérivé. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une parution au cinéma, il y a une recrudescence de la production de comic book. Un peu avant Alien Resurrection, par exemple, il y a un petit déclin dans la production de comic book qui refait surface à partir de 1997, ainsi de suite avec Prometheus et Alien Covenant. Donc, avec la cahier de données, on a pu voir un peu ces informations-là qui ressortaient et confirmer les intuitions qu'on avait déjà dans la théorie. Donc, de 1979 à 1999, la chronologie principale de l'œuvre se concentre autour des aventures de Ripley, donc la chronologie ayant provoqué une histoire dérivée en comics après le deuxième opus cinématographique, qui poursuit l'histoire de Ripley, Hicks et Newt. Donc, les deux personnages, Hicks et Newt, étaient dans Aliens. Mais c'est ça, justement, cette chronologie-là en bande dessinée a été réécrite, donc c'est un retcon après la mort des deux derniers personnages au début d'Alien 3. Je vais dire spoilers, mais s'il le veut plus. Donc c'est ça. Donc on a juste changé les noms, les personnages restent les mêmes, ils sont très très pareils. Je pense qu'il s'appelle Wilkes et je me souviens plus c'était quoi son nom à Newt, mais un nom quand même assez similaire. Donc, de la même manière, malgré le fait que la Terre a été colonisée entièrement par les xénomorphes dans les comics, l'amnésie collective présente dans Alien Resurrection, par exemple, est expliquée par un événement éditorial qu'on a appelé The Big Deletion. Donc, c'est une digétisation d'un retconning éditorial justifié à hauteur de fiction par l'effacement de toutes les données ayant rapport avec les xénomorphes dans les documents officiels du monde d'Alien. Un peu aussi, pour ceux qui l'ont vu, dans Blade Runner 2049, il y a une espèce de blackout en 2020 où toutes les données sont disparues. Donc, une espèce de reboot éditorial ici. Les dynamiques d'expansion de la franchise se déploient ainsi de manière plus organique, en tension entre la consommation, la réception des fans et la recherche de profit par la compagnie qui multiplie les projets dérivés. Donc, autrement dit, la franchise s'adapte à son environnement économique et à un écosystème de l'imaginaire, pour reprendre une expression de Mathieu Pot de Bonneville, c'est-à-dire un bassin de fiction donné à une époque donnée dans lequel puisent les œuvres. Ainsi, le tournant thématique emprunté par chacun des opus cinématographiques, donc avec Alien, c'était plus horreur, avec Alien, c'était plus action, influence à leur tour les thèmes qui seront prédominants dans les œuvres dérivées à une même époque. Donc, dans la deuxième partie, justement, de la production, on peut remarquer qu'il y a eu un hiatus dans la publication de comics de Alien. Donc, ça, c'est le jaune un petit peu plus pâle en haut. Les jaunes un peu plus foncés, c'est Predator et Alien vs Predator. Donc, de 1999 à 2009, il n'y a pas eu de parution de comics d'Alien. Et ça l'a reparti avec un reboot en 2009. Je ne m'étendrai pas trop sur le tableau, là, on peut en discuter plus tard, mais je vais passer tout de suite à le reste de l'analyse. Donc, depuis 2009, on assiste à une recrudescence de l'intérêt porté à la franchise et à une multiplication des liens transfictionnels qui transcendent le plus souvent les médias avec, justement, la présence de special events en comic book où on a les quatre parties de la franchise, donc Alien vs Predator et une partie Prometheus qui a été ajoutée après l'apparition du film, donc qui s'entremêlent un peu plus. On voit pas très bien les liens ici qui se déploient, mais en fait, il y a vraiment plus une relation plus intrinsèque entre les nouvelles productions et une tendance plus généralisée à passer d'un média à l'autre. Donc, l'expansion transmédiatique est vraiment plus marquée après 2009 qu'avant, dans les années 90. Aussi, il y a vraiment un retour plus insistant aux œuvres dites originales, donc surtout Alien et Aliens. Donc,
multiplication des prequels, des écritures et des liens. Donc, on essaie toujours de faire un lien avec les premiers films. Donc, ici. Les deux derniers opus cinématographiques de la franchise, donc Prometheus, qui paraît en 2012, et sa suite parue cette année, Alien Covenant, ne font pas exception à la tendance généralisée qui veut retourner aux origines de l'univers fictif. Donc, plus encore, ces prequels sont bâtis sur le moteur narratif de la quête des origines. D'abord, celle des mystères que le film de 1969 a laissés, donc les mystères entourant le pilote extraterrestre, son vaisseau et son parasite, évidemment, le xénomorphe. Donc, à l'époque, en 1979, l'intérêt d'Alien carburait sur ces blancs narratifs que les deux derniers films ont décidé d'investir. Prometheus et Covenant viennent se placer en amont des événements du premier film et veulent lever le voile sur les mystères entourant l'origine du xénomorphe, d'une part, et aussi l'origine de l'humanité, de l'autre. La fonction de l'antépisode est d'éclairer les motifs et les causes derrière certains événements d'une histoire, et ce processus ne s'effectue pas sans un effet transfictionnel qui lui est propre. Donc, on en a parlé déjà un peu avec Bates Motel. Donc, c'est un processus qui engendre son lot de problématiques, notamment en rapport avec le recyclage des constantes thématiques. Donc, comme l'écrit Richard Saint-Gelais, le résultat du prequel est une sorte de correction honteuse qui sait qu'elle réinvente la biographie des personnages, mais ne peut se résoudre à l'admettre, qui prétend révéler les origines du mythe, mais ne parvient qu'à multiplier mécaniquement les signes de connivence les plus stéréotypés. Donc, sans faire exception, Prometheus et Covenant s'inscrivent dans la tendance des univers fictifs franchisés qui doivent reproduire leur marque de commerce pour rendre familières les nouvelles expansions. Les motifs ayant fait la popularité des œuvres précédentes sont répétés, puis modifiés, subvertis ou amplifiés pour répondre à l'exigence d'invention et standardisation des industries culturelles. Mathieu Pot-Bonneville abonde dans le même sens lorsqu'il écrit que se repliant sur soi-même, cherchant à l'intérieur de soi des filons laissés inexploités, le prequel permet de reconduire toujours le spectateur au déjà connu, tout en mélangeant l'espace et la possibilité d'un pas encore, fut-il réduit à la mince surprise de découvrir comment le film laissera apparaître ce que le public sait déjà et conduira les personnages aux places qui leur sont assignées d'avance. Bon. Prometheus joue vraiment sur cette ambiguïté transfictionnelle en multipliant les clins d'œil au vaisseau spatial retrouvé dans Alien. Donc sa forme, ses décors, le corps de l'extraterrestre, le siège, l'armure exosquelettique semblent tous être les mêmes dans les deux films. Ce phénomène provoque une homogénéisation momentanée des deux récits cinématographiques. Donc l'objet représenté que je vois, je pense que c'est le même que j'ai déjà vu ailleurs et ce phénomène-là évoque dans l'esprit du spectateur l'histoire d'Alien à partir de laquelle il peut baser son interprétation. La conclusion et la suite du film est donc connue, du moins on le présume, pendant qu'on est en train d'écouter Prometheus. Or, la conclusion du film avance rapidement l'idée lorsque Elizabeth Shaw et David, l'androïde, utilisent le même vaisseau pour quitter la planète. Donc c'est à ce moment qu'on voit qu'il y a plusieurs astronefs analogues qui sont disséminés sur la surface de la planète où se déroule l'action de Prometheus, et ce serait plutôt l'un de ceux-ci qui apparaîtrait dans le film de 1979. Donc le dénouement s'ouvre par conséquent sur une multiplicité des récits potentiels, dont seulement l'un d'eux deviendra Alien, et l'autre sera Alien Covenant. Il est important de mentionner qu'à la suite de l'échec éditorial et commercial de Prometheus, qui devait à l'époque former une trilogie réitérant le même titre en référence au mythe de Prométhée, la compagnie de production ainsi que Ridley Scott ont effectué un retour au thème du film de 1979 qui est assez explicite ici dans la reprise justement du motif dans les affiches. Mais plus encore, quand on écoute Covenant, on remarque qu'il effectue un recyclage en fait total du film de Alien de 1979, pardon. Que ce soit par la reprise de la trame sonore à l'ouverture du film à sa conclusion, l'apparition du titre ici qu'on voit qui est directement inspiré du premier film, qui reproduit aussi le travelling justement en ouverture sur la coque du vaisseau spatial qui était déjà emprunté à Star Wars A New Hope paru en 1977, donc il y a vraiment une continuité entre les plans. On peut affirmer aussi que le scénario c'est vraiment une reprise de celui du film de 1979, avec les membres de l'équipage réveillés avant leur destination, leur investigation sur une planète inconnue sur laquelle ils découvrent un vaisseau mystérieux
contamination et décimation de l'équipage. Et enfin, la survivante Daniels, qui comme l'était Elizabeth Shaw dans Prometheus, et vraiment une reprise du personnage de Ripley. Donc, cependant, si on se réfère à la théorie de Karen Leto, qui conçoit le xénomorphe comme une figure fictionnalisant le mécanisme d'adaptation et de reproduction des franchises, Covenant permet d'effectuer une relecture de cette théorie à travers les parallèles qui se tissent entre la fiction et la mise en récit. Donc, le film montre ainsi que l'androïde David a subverti l'évolution qu'on pensait naturelle de la créature en effectuant des croisements génétiques afin d'obtenir le fameux Perfect Organism, donc l'organisme parfait dont on fait mention dans le film de 1979 et qui est répété ici de androïde à androïde. Donc cette conception de l'évolution des formes de vie fait aussi écho à la quête du personnage de Weyland, donc qui est vraiment le moteur narratif des deux films, la quête de l'origine de l'humanité. Donc Weyland qui refuse les thèses darwiniennes et postule que l'humanité a été créée par une instance supérieure, comme les xénomorphes. La quête originelle des créateurs de l'humanité puise notamment dans l'imaginaire populaire en exploitant le mythe de l'ancien astronaute qui veut que ce soit les extraterrestres qui aient amené la vie sur Terre, donc, qui aient créé les humains. Donc, c'est une citation de l'ouverture de Alien Covenant, où il dit I refuse to believe that mankind is a random byproduct of molecular circumstances, no more than the result of mere biological chance. Bon, il veut une réponse, il veut plus. L'intervention d'une instance créatrice dans la diégèse fait écho à l'auteur, donc l'auteur avec un grand A, celui qui dirige sa franchise comme bon lui semble et qui tente de le faire à tout le moins, en tout cas. Qu'il s'agisse des Ridley Scott ou des George Lucas de ce monde. Donc, même si Roland Barthes proclamait la mort de l'auteur, la question octoriale reste tout de même importante en culture populaire contemporaine, au sens où ses créateurs sont érigés au rang de figures mythiques, donc les grands créateurs des franchises qui nous animent. L'exemple d'Alien est parlant, surtout lorsque Ridley Scott s'exprime dans les médias et propose une vision de la franchise qui est très souvent désapprouvée par les fans et très absurde. Donc, il avait suggéré que, en fait, il n'y aurait plus besoin d'Alien et maintenant, la vraie problématique entourant la franchise Alien devrait plus aller vers celle des androïdes, donc les problématiques entourant les androïdes. Or, la narration transmédiatique doit, comme nous l'avons vu au début de la présentation, offrir un espace tout aussi important à la culture participative des fans qu'au canon dicté par l'industrie. Et en conclusion, c'est la fan qui parle ici. Espérons tout de même que la rumeur voulant que les univers d'Alien et de Blade Runner s'entrecroisent à l'avenir soit fausse. Mais les scènes d'ouverture de Covenant, Blade Runner et Blade Runner 2049 sont déjà étrangement similaires. En tout cas, on va se laisser là-dessus. Merci.